Hey, salut et surtout bienvenue. Parfois, je regarde la télé toute la journée, c'est chiant. Mais quand je l'allume, c'est pire. Et allez, on remet ça. Secrétaire d'État, c'est ce que je demandais. Et c'est tout ce que je demandais. C'est le poste qu'on m'avait promis. Et regardez-moi, me voilà à présent président. C'est vous qu'il faut blâmer. C'est vous qui avez voté pour moi. Êtes-vous désorienté? Avez-vous peur? Parce que ce que vous pensiez vouloir est maintenant là. Et je vous vois. Vous êtes bouche bée, sous le choc, perplexe, vous demandant si c'était réellement ça votre vœu. Cette démocratie, votre démocratie, elle m'a élu, moi. Et si vous croyez que c'était dur d'arriver là, vous commencez à comprendre ce que je suis prêt à faire pour y rester. Je survole du regard cette foule réunie aujourd'hui, et je sais que ces gens-là ne sont pas mes supporters. Je vois seulement autour de moi des concurrents, qui arborent un visage souriant en attendant leur tour. Et les plus vicieux parmi ces envieux sont ceux qui sourient et applaudissent le plus fort. Le pouvoir, c'est en effet comme l'immobilier, vous vous rappelez? Et que Dieu m'aide. Et que Dieu m'aide. Où ce sont des gens qui vivent de peu, où ce sont des gens qui se ruent sur une marque de pâte à tartiner qu'ils ne peuvent pas offrir tous les jours à leurs enfants, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et parce que lorsque vous avez un pot de pâte à tartiner que vous vendez habituellement 4,70 € et que vous faites une promotion à 1,40 €, je comprends que ces gens qui veulent faire plaisir à leurs enfants puissent aller sur place pour essayer d'acheter un pot. C'est pour maintenant la signature de la loi sur la moralisation de la vie publique. C'est une signature en direct d'un texte de loi. Et ça, Christophe Barbier, eh ben, ça n'arrive jamais chez nous. Ben voilà, c'est du jamais vu. On a une petite innovation macronienne. Si l'on s'intéresse déjà aux ministres, il y a ceux qui ont été condamné, par exemple Alain Griset, condamné pour déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale. Il a démissionné, et Jean-Paul Delevoye, condamné pour ne pas avoir déclaré plusieurs mandats à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il avait démissionné quand l'affaire avait éclaté. Il y a ensuite les mises en examen. Éric Dupond-Moretti, on l'a dit, pour prise illégale d'intérêt. Agnès Buzyn pour mise en danger de la vie d'autrui. Richard Ferrand pour prise illégale d'intérêt avant que les faits ne soient déclarés prescrits. Il a démissionné comme ministre, mais il est devenu ensuite président de l'Assemblée nationale. François Bayrou et Sylvie Goulard pour complicité de détournement de fonds publics. Ils ont démissionné. François Bayrou est ensuite devenu haut-commissaire au plan. Il y a également les ministres ou ex-ministres qui font l'objet d'une enquête. Gérald Darmanin, accusé de viol, un non-lieu vient d'être requis par le parquet de Paris. Olivier Dussopt, visé pour corruption et prise illégale d'intérêt. Sébastien Lecornu, soupçonné de prise illégale d'intérêt et omission de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Laura Flessel, sous le coup d'une enquête fiscale, elle a démissionné. Enfin, l'entourage d'Emmanuel Macron n'est pas en reste. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui est vraiment au centre du pouvoir actuel, dont les conflits d'intérêts avec l'armateur MSC font l'objet d'une enquête judiciaire. Thierry Solère, conseiller d'Emmanuel Macron, 12 fois mis en examen dans différentes affaires. Et bien sûr, l'ancien adjoint de son chef de cabinet, Alexandre Benalla, condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour les violences commises le 1er mai 2018, place de la Contrescarpe. Aux côtés de policiers, il est également mis en cause dans d'autres affaires. Ça pose de nouvelles bases pour la politique internationale de la France. Oui, tout de même, il y a eu des bases de style. On l'a vu avec Trump, on l'a vu dans le duo Trudeau-Macron qui met une nouvelle génération au cœur de la vie géopolitique. Maintenant, il faut du concret. Les 2 dossiers concrets qui vont arriver très vite. Côté américain, c'est est-ce que la COP21 est validée ou n'est pas validée par les États-Unis? Et puis du côté russe, sans doute, on peut l'espérer dans les mois qui viennent, une issue en Syrie, une issue côté Daesh, une issue côté Bachar el-Assad, et la France et l'Europe au cœur des négociations, ce qu'elles ne sont pas pour l'instant. Le 1er mai 2018, à Paris, des affrontements éclatent entre des manifestants et les forces de l'ordre en marge des défilés pour la fête du travail. Sur ces images amateurs publiées sur les réseaux sociaux, on voit un homme molester une femme, puis un homme. Deux mois et demi plus tard, le 18 juillet, son identité est révélée. Il s'appelle Alexandre Benalla. Et le problème, c'est qu'il n'avait rien à faire là.
En réalité, Alexandre Benalla est chargé de mission, adjoint au chef de cabinet d'Emmanuel Macron. Il n'a donc aucune raison de participer aux activités des CRS et encore moins d'être violent avec des manifestants. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Et les valeurs qui nous ont fait, ce qui nous a conduits là, ça n'est pas la République des fusibles, ça n'est pas la République de la haine, celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Il était donné pour mort au Mali, parce qu'il se bat pour le pays et il est au régiment médical. On l'a sauvé. Il a perdu une jambe, un bras. Il a été abîmé de partout. J'ai fait sa connaissance au mois de juin. On voit qu'une chose, c'est son sourire, comme vous le voyez ce soir. Et en faisant la fête nationale avec les militaires, comme un président fait toujours les 13 juillet, je l'ai revu le 13 juillet. Il était sur un fauteuil roulant. Et il m'a dit une chose. Il m'a dit que la personne qu'il admirait le plus, c'était Didier Deschamps. Ça m'a fait un peu mal au début, mais... C'est forcément quelqu'un de bien. Je vous propose, où que vous soyez, qui que vous soyez, pour lui dire merci, pour qu'il ne meure jamais, d'applaudir Monsieur Johnny Hallyday. Cette image de la signature très officielle, Jérémy Brossard, de ces 5 ordonnances qui comprennent 36 mesures. Oui, signature officielle. On va voir si le président de la République prend la parole. On notera que ces deux ministres sont assis. La semaine dernière, ils étaient debout. Procéder par ordonnance, ça comporte un autre risque, qui est un risque politique, eh bien c'est l'accusation de brutalité, l'accusation de passage en force, un peu comme quand on décrète l'urgence dans un vote ou qu'on fait le 49-3. L'ordonnance, c'est une sorte de 49-3 administrativo-étatique. Et en même temps, si j'ose dire, eh bien, il y a une autre affaire. Il y a l'affaire de Las Vegas, vous savez, ce symposium organisé un peu à la demande d'Emmanuel Macron, avec visiblement des règles pas tout à fait respectées par Business France, l'organisme que pilotait Muriel Pénicaud à l'époque. Ce risque judiciaire-là, il pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Muriel Pénicaud. À un moment donné, elle va devoir répondre à la justice. Est-ce que ce sera avant, pendant ou après cette bataille du Code du travail? Seuls les juges le savent. Alors avec nous, il franchira fièrement le seuil de ce siècle qu'ici, il n'avait pu accomplir jusqu'au bout, pour enfin ne plus jamais nous quitter. Parce qu'en France, les poètes ne meurent jamais. Bordel! Bordel! Je veux aussi avoir une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. C'est l'épicentre de notre vie. C'est l'étalon d'où partent les distances et d'où l'on se mesure depuis Paris.
Et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond. Je vous remercie. Édition spéciale, nous l'avons appris il y a moins d'une heure, Jacques Chirac est mort. De toute façon, il y a des tabous qui sont tombés qui n'auraient jamais dû tomber. Moi, je suis pas rentré dans la police, alors je suis pas CRS, donc j'ai pas à faire du maintien de l'ordre vraiment en tant que CRS dans une manifestation. Mais vous croyez que je suis rentré dans la police pour me battre contre la population? Bien sûr que non. Moi, je suis rentré dans la police pour arrêter des truands, pour arrêter des bandits, des voleurs. Et certainement pas pour me battre contre monsieur tout le monde dans la rue. Et là, maintenant, on a passé un cap. On se prend des mortiers et des pierres par des gens qui ne sont pas des délinquants. Et qui le deviennent en faisant cet acte-là. Mais on prend des pierres par nos voisins. C'est ahurissant. Et ça nous marque forcément. Même par certains membres de notre famille. Oui, voilà, ouais. C'est ahurissant. On finit même par s'engueuler, entre guillemets, quelquefois, avec des propres membres de notre famille qui sont pas d'accord avec nous. Qui sont du côté des gilets jaunes. Différentes. Bien sûr. Et on se fait harceler, on passe pas un repas. Moi, j'ai connu des réunions de famille qui ont mal tourné parce qu'on était complètement opposés. Et ça a déjà... Et ça, c'est nouveau. Honnêtement, maintenant, c'est du temps perdu. C'est-à-dire que ces samedis entiers qu'on a perdu à travailler, être présent, à faire du maintien de l'ordre sur les gilets jaunes, pendant ce temps, on n'était pas là. Vous voyez, nous, par exemple, à la BST, notre job premier, c'est d'être dans les cités, de sécuriser les cités et les QRR. Mais pendant tous ces samedis, c'est-à-dire que tous les samedis, que ce soit les bacs, les différents services, il n'y avait plus personne dans les cités. Et eux, pendant ce temps, ils faisaient leur bise, mais tranquillement. Ils savaient que tous les samedis, en matière de stup, c'était open bar. Il n'y avait plus un flic dans les cités. Mais c'est exactement ça. 2019 aura été marqué par de nombreuses manifestations dans le monde entier. Point commun à tous ces mouvements populaires, la lutte contre les inégalités, contre la corruption et pour la liberté politique. La plupart de ces mouvements sont nés au même moment, s'inspirant les uns des autres sur la façon d'exprimer leur démarche et de continuer à se battre pour leurs idées. En Europe, les manifestations antigouvernementales ont été dominées par les gilets jaunes. Certaines d'entre elles se sont terminées par des émeutes majeures, les plus violentes depuis mai 68. Poussés dans la rue par la hausse du prix de l'essence, les manifestants ont accusé le gouvernement d'ignorer les besoins des citoyens ordinaires. Il y a trop de distance entre les plus riches et les plus pauvres. C'est plus tenable. Peut-être qu'on peut réussir à changer le système et à l'améliorer. Dans certains pays d'Europe de l'Est, comme ici en Géorgie, mais aussi en Albanie ou en Roumanie, la corruption est à l'origine des mouvements antigouvernementaux, les manifestants exigeant également des réformes plus démocratiques. En 2019, il y a même eu un printemps latino-américain au Chili. Tout a commencé par une augmentation des tarifs du métro, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La frustration face au coût élevé de la vie a alimenté la colère de milliers de personnes. Le gouvernement et les acteurs sociaux doivent écouter le mécontentement du peuple parce qu'à la fin, nous sommes tous ici à cause de l'iniquité d'un grand pays. En Équateur, une grève générale paralyse le pays. Le président a déclaré l'état d'urgence et ensuite annulé ses mesures d'austérité. En Bolivie, des allégations de fraude électorale lors des élections générales ont déclenché des manifestations de masse. Enfin, à Hong Kong, tout a commencé par un projet de loi controversé sur l'extradition. Le projet de loi a été retiré, mais les manifestants veulent maintenant des réformes démocratiques plus profondes. Nous voulons juste dire au gouvernement que son système n'est pas bon. Et dire aussi que son système ne peut pas contrôler notre peuple de Hong Kong. Les troubles à Hong Kong sont loin d'être terminés. Les manifestations internationales rassemblent moins de monde mais se durcissent et devraient perdurer tout au long de 2020. Parce que votre seule vérité vous vient de votre poste de TV. À l'heure actuelle, par exemple, toute une nouvelle génération n'a jamais connu autre chose que ce qui lui vient du petit écran. La TV, c'est son évangile. C'est la vérité révélée. Le petit écran peut faire ou défaire président, pape, premier ministre. Oui, la TV, c'est le véhicule le plus terrifiant qui puisse être dans ce monde où Dieu est mort. Et malheur à nous si cette force vient à tomber en de mauvaises mains. Des gilets jaunes développent des théories complotistes.
Le problème est chez les responsables qui, depuis 40 ans, ne règlent pas le chômage de masse, qui, comme vous l'avez dit, entre 10 000 et 15 000 morts chaque année. Entre 10 000 et 15 000 morts chaque année. N'oubliez pas ça. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas exposé au chômage, ce n'est pas parce que les hommes politiques ne sont pas exposés au chômage qu'on peut dire que... Moi, je suis avocat et je suis au RSA. Mais vous faites quoi, vous, pour les gens qui sont au chômage? Je me bats, je défends des gens gratuitement, des gilets jaunes qui sont en difficulté. Vous faites quoi? Oui, je défends des gilets jaunes gratuitement. Tous les jours. Tous les jours. Je ne gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire cette émission. Tu ne gagnes pas 250 millions d'euros en 5 ans, espèce d'abruti. C'est le contrat que vous avez signé avec Bolloré. Espèce d'abruti, je ne gagne pas 250 millions d'euros. C'est pour produire des émissions. Allez, sors du plateau, tu dis des conneries. Non, mais t'es un abruti. Vladimir, comment vas-tu? Bien. Moi, je suis en vacances à Brégançon. Je sais. Je viens de faire construire une piscine. Je sais. Ah, et toi aussi, t'as une piscine? J'en ai 15. Une question qui s'adresse à vous deux, messieurs les présidents. Des vagues d'arrestations d'opposants ont eu lieu cette dernière semaine en marge de manifestations pacifistes à Moscou. Pendant les manifs des Gilets jaunes, il y avait plusieurs dizaines de personnes qui avaient été blessées. Écoute, j'ai service à demander. Mais bien sûr, si je peux aider. J'ai problème Pussy Riot. Est-ce que je peux emprunter Alexandre Benalla pour régler ça? Alexandre? Mais avec grand plaisir. C'est une très bonne idée. Il est à côté de moi, justement. Je sais. Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies. Comme trop souvent par le passé, dans des crises semblables, sans que rien n'ait été vraiment compris et sans que rien n'ait changé. Patrick Balkany derrière les barreaux à la prison La Santé à Paris. Quelques minutes après sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris, le maire de Levallois-Perret est arrivé à bord d'une voiture banalisée dans l'établissement pénitentiaire. Il a été placé dans un quartier pour personnes vulnérables. Patrick Balkany et son épouse ont été reconnus coupables de fraude fiscale. L'époux Balkany a été condamné à 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt, autrement dit incarcération immédiate. Je pense à lui, c'est certainement pas quand les gens sont dans la difficulté qu'il faut les abandonner. Un peu d'humanité ne fait pas de mal. Je sais la règle dans la vie politique et je connais la règle aussi de la vie médiatique. Quand vous êtes dans la tourmente, il n'y a plus personne. C'est un ami d'enfance et ça m'a fait de la peine pour lui et ça m'a fait de la peine pour elle et j'espère qu'ils vont tenir le coup et qu'ils vont surmonter ce qui est une épreuve. Pourquoi les gens réagissent comme ça sur la mobilité, le carburant? Pourquoi tout ça c'est parti de la manière de se déplacer? Beaucoup me l'ont dit. Vous en êtes d'ailleurs les parfaits ambassadeurs. Parce que ce sont ces Français à qui on a dit « Tu veux un boulot? Bah, t'as pas le choix, faut venir travailler dans la grande ville. » La grande ville, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu. Oui. Alors non, alors parfois il fallait il est possible de traverser la rue. Moi là où j'habite, en traversant la rue, je peux vous dire on en trouve. Hein. Ça c'est vrai. Mais c'est pas vrai partout. En regard de ces hommes, farouches, nous en convenons, et effrayants, mais farouches et effrayants pour le bien, il y a d'autres hommes, souriants, brodés, dorés, enrubanés, constellés, en bas de soie, en plumes blanches, en gants jaunes, en souliers vernis, qui, accoudés à une table de velours au coin d'une cheminée de marbre, insistent doucement pour le maintien et la conservation du passé, du Moyen-Âge, du droit divin, du fanatisme, de l'ignorance, de l'esclavage, de la peine de mort, de la guerre, glorifiant à demi-voix et avec politesse le sabre, le bûcher et l'échafaud. C'est pour ça que j'ai voulu ce grand débat, entre autres. C'est parce que je pense que le pays avait besoin de ce temps de discussion démocratique. Et moi, ce moment m'a transformé aussi. C'est un coup de tonnerre dans la campagne parisienne. Le visage fermé, les mains liées, Benjamin Griveaux s'apprête à abandonner la course à la mairie de Paris. Personne, au fond, ne devrait jamais subir cette violence. À l'origine de ce dénouement inédit, des vidéos intimes et des messages privés publiés sur ce site internet. Un site interdit aux mineurs qui diffuse des vidéos à caractère sexuel. Une page y est réservée à Benjamin Griveaux. Un article daté du 1er février signé par un certain Piotr Pawlenski, un artiste russe âgé de 35 ans.
Une fausse image de bon père de famille, des valeurs morales non respectées. Voilà ce qu'il reproche à l'ancien candidat à la mairie de Paris. Alexandre, lâche le touriste et mets ton casque. Tu pars en mission d'observation en Russie. Avec grand plaisir, monsieur le président. Je peux prendre l'avion avec mon tonfa? On sait jamais, je serais peut-être assis à côté d'un gauchiste. Mais oui, mon Alex. Pavlensky, qui était un opposant très important au régime russe, et c'est pour ça qu'il a été accueilli en France en tant qu'artiste, est quelqu'un qui considère que le régime macronien s'assimile de plus en plus au régime poutinien, et que les dérives en termes de violence et de répression vis-à-vis de la population sont inacceptables, et qu'il était de son devoir, en tant qu'artiste, encore une fois, de devenir un opposant politique à ce régime par tous les moyens possibles. Retour en direct sur le plateau de 7 jours BFM. C'était en 2003. Le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, parti de Chine, faisait 774 morts. 17 ans plus tard, un nouveau coronavirus fait craindre une épidémie mondiale. 3 cas ont été détectés en France. Un patient est hospitalisé à Bordeaux, les 2 autres à l'hôpital parisien de Bichat. Nous serons sur place dans un instant. Au total, 41 décès ont été enregistrés, mais près de 1300 cas sont répertoriés en Chine. Quelques-uns hors des frontières chinoises. Wuhan, épicentre de l'épidémie, est désormais sous quarantaine. 56 millions de personnes sont confinées. Nous sommes en guerre. À 20h, toute la famille se réunit pour suivre l'allocution d'Emmanuel Macron. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Il a dit demain midi ? Nos proches de donner des nouvelles. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement, nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. La famille a choisi de partir à la montagne en Haute-Savoie dans un chalet prêté par des amis. Une personne dans la boutique. Je veux voir un client, point final. Activez-vous. Il y a compliqué. Respectez un mètre. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis une ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. À Nice, sur la promenade des Anglais, seul le bruit des vagues vient briser la quiétude des lieux. Inhabituellement vide à l'exception d'un jogger. Vous avez pris votre papier, c'est bon? Bonjour, il faut? Oui, on a écrit un petit bout. Bon, là, c'est pour bien me prouver que je me suis fait opérer du genou et que j'essaie de me rééduquer pour le genou. Et là, c'est le papier, comme quoi je vais faire un footing de Magnan jusqu'à Estienne d'Or. Non, de Magnan au port. Patrick Balkany a donc passé sa première nuit en liberté dans sa maison de Giverny dans l'Eure après 5 mois de détention. Le maire de Levallois-Perret a été libéré pour raison médicale au dernier jour de son procès en appel. La justice estime que son état de santé n'est pas compatible avec la détention. À Lille, le beffroi de l'hôtel de ville surplombe une place quasiment déserte où tous les commerces sont fermés. Le Forum des Halles à Paris, vide lui aussi. Sous la verrière, le silence règne. D'ordinaire, 150 000 visiteurs y font leur shopping tous les jours. Mais ce mardi, seules quelques personnes, pour la plupart des policiers, ont emprunté les escalators. Aux abords du Stade de France, la 86 est anormalement fluide. Fini les traditionnels bouchons autour et dans l'agglomération parisienne. La France est désormais à l'arrêt. 29 722 personnes sont actuellement hospitalisées pour infection à coronavirus, soit un solde de 831 patients supplémentaires par rapport à hier. Salut à tous, 39e jour, 13 heures à la maison, en vivant finalement la même chose qu'une grande majorité de Français, avec un événement pour moi hier, je vous raconte tout, ma première sortie sur Terre depuis 6 semaines, pour un rendez-vous important, et la surprise, dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masque, sans contrôle. Quel contraste avec les reportages où on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent tout seuls sur une plage, ou en montagne, ou en forêt, alors qu'il n'y a aucun risque dans les régions où il n'y a pas de virus.
Tout ça paraît incohérent comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes dont vous parliez tout à l'heure, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants bientôt toujours fermés. On a du mal à comprendre tout ça. Et maintenant, entre les infos un jour sur un déconfinement par région, le lendemain c'est plus par région, un jour l'école est obligatoire, le lendemain elle ne l'est plus, n'importe comment pour 15 jours de cours puisqu'il n'y aura qu'un enfant sur 2 dans les classes. Donc tout ça donne le tournis. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, après ce petit coup de gueule, le confinement continue. Au cours des 24 dernières heures, 478 nouveaux patients ont été admis en réanimation. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer. Moi le premier. Quelques notes de musique, ça n'est pas la folie des grands soirs. Mais malgré la nuit froide, ce petit groupe d'amis voulait se retrouver, coûte que coûte, pour faire la fête. On savoure un peu notre liberté sans attestation. On sort à Marseille, quoi, sur le port, la place des Marseillais. À minuit pile, du sud au nord de la France, l'heure du déconfinement a sonné. Vue du ciel, Paris semble encore endormi. Comme si les Franciliens n'avaient pas voulu quitter le cocon protecteur de leur domicile. Sur les routes, 7 fois moins de bouchons qu'en temps normal. Le déconfinement prend son temps. Elle veut que me regarder, mais je prends. Qu'est-ce qu'elle tourne, qu'est-ce qu'elle tourne. Quand je rentre chez moi, quand je pars rentrer, c'est le début de la moitié, ça me fait la joue. Les Français ont abandonné les gestes barrières. Alors le gouvernement va-t-il durcir le ton concernant le port du masque? Faut-il rendre le port du masque obligatoire ou pas? Faut-il rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos? Regardez ces 6 passants. Personne ne porte de masque. Et pourtant, il est obligatoire, ici rue Daguerre, dans le 14e arrondissement de Paris. Bien sûr que ça te va comme un gant, hein. Ça ne va pas comme un masque. Il arrive avec un masque, mais à l'intérieur, bah voilà, il l'a à la main. Regardez l'autre derrière, le laisse pendouiller sur l'oreille, hein. Bref, c'est n'importe quoi. Mais comment ça marche le masque de papier? Chante une démonstration! Chante une démonstration! Oh là 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 là, je suis dans le métro et tous les gens autour de moi, ils ont le virus qui tue. Mon Dieu, je vais mourir. Oh, si seulement je vais. Le masque de papier. L'exemple ne venait pas non plus de Matignon cet après-midi, où c'est sans masque que Jean Castex et les syndicats majoritaires ont signé l'accord issu du Ségur de la santé. Ça s'appelle un défaut d'exemplarité au sommet de l'État. Et vous voyez Jean Castex, Premier ministre, parler avec des représentants syndicaux et pas seulement aussi des conseillers techniques, sans masque. C'est difficile de dire à des Français de faire quelque chose que leurs gouvernants ne font pas. Simple d'utilisation, le masque de papier est fabriqué à 5 centimes par des ch'tis enfants chinois et vendu à peine à $20 les 10. Les piétons ont 2 semaines pour s'habituer à cette nouvelle obligation, passible d'une amende de 135 €. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Aujourd'hui, c'est installé dans notre société, et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables. L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature. La dictature, elle justifie la haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. Je peux quand même ouvrir ma gueule, mais dans ce pays, quand tu ouvres ta gueule, on te coupe la tête. Dans un régime autoritaire. Qu'est-ce que c'est un régime autoritaire? C'est un régime un pouvoir qui n'écoute pas, qui en fait qu'à sa tête, qui assiste à la souffrance des citoyens sans réagir. Et quand on voit dans le monde entier les images de violence, de ce qui se passe en France, dans la rue, il y a beaucoup d'interrogations sur la nature de ce régime. Donc je te parle des décideurs. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que... Toi, tu te dis, putain, c'est pas rien. J'ai cru comprendre, je sais pas si c'est une fake news, que monsieur Macron en déplacement a cru bon une nouvelle fois de manière arrogante de s'adresser à nous en nous disant si on n'est pas content, vous avez qu'à tester la dictature. On a une petite suggestion pour lui, qui teste la démocratie.
Schopenhauer, écoute bien, disait la vérité passe par 3 étapes. Allez d'abord railler, contredite, moquer, théorie du complot. Les scientifiques sont sûrs à propos d'une chose, ce virus n'a pas été fabriqué intentionnellement ou pas dans un laboratoire, une théorie complotiste qui a fait florès sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Deuxième allée, carrément attaquer jusqu'à la mort, s'il le faut. Ce que fait le complotiste, c'est il va faire des recherches par lui-même, il veut penser par lui-même, il veut voir par lui-même. Il veut penser par lui-même, mais comment c'est pour ça, c'est vraiment... Mais vous ne pouvez pas penser par vous-même. Oui, on ne peut pas. Et la troisième étape, c'est qu'elle est finalement admise comme ayant été toujours une évidence. Il y a aussi un autre élément qui accrédite cette thèse, c'est qu'il y a dans ce laboratoire des coronavirus de chauve-souris qui ont été testés sur des souris pour évaluer la pathogénicité. Alors là, vous allez me dire, c'est normal dans un laboratoire. Oui, mais ce laboratoire à Wuhan, il a voulu le cacher. Donc tout cela fait dire, par exemple, au patron de Moderna, Stéphane Bancel, que cette piste peut être privilégiée. On l'écoute. Est-ce qu'il est possible que le virus soit sorti du laboratoire par une erreur humaine avec une infection de techniciens qui ensuite donc le propage dans la communauté, dans la ville de Wuhan? C'est une hypothèse possible. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlée sur le bûcher. Qu'est-ce que c'est la théorie du complot? Eh bien, c'est la remise en cause de la version officielle d'un fait. Alors, on parle de machination, on invoque une conspiration, toujours secrète, bien sûr, pour contrer cette version officielle. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Tous les jours, on fait 1 ou 2 distributions pour 200, 300, 400 étudiants. C'est un nombre qui nous dépasse moralement, psychologiquement, c'est pas normal qu'il y ait des centaines d'étudiants qui chaque soir viennent faire la queue pour aller chercher un colis d'aide alimentaire. Ça va croissant. On pensait avoir atteint un plateau à la fin de l'année étudiante 2020-2021. Et en fait, on voit qu'on repart sur des bases très hautes. Gérald Darmanin, nommé ministre de l'Intérieur ce lundi, est visé par une enquête pour viol depuis 3 ans. Une enquête préliminaire avait d'abord été classée sans suite, mais la Cour d'appel de Paris a ordonné la reprise des investigations mi-juin. L'avocat Éric Dupond-Moretti, quant à lui, nommé ministre de la Justice ce lundi également, est connu pour ses positions très critiques envers les mouvements féministes. Il avait évoqué du bon temps entre copains pour qualifier l'affaire du Carlton, l'affaire de proxénétisme qui visait l'ancien directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn. Partout, nous aurons la même démarche. Reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. Dès cette semaine, les contrôles aux frontières seront encore renforcés pour les ressortissants en provenance des pays à risque, avec un isolement contraint pour les voyageurs non vaccinés. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. J'ai utilisé le mot d'ensauvagement et je le réitère. C'est un mot qui fait naître en moi des échos des années de permanence électorale où j'ai vu des gens victimes d'actes de sauvagerie. Je ne suis pas à l'aise avec ce terme, je ne l'aurais pas choisi. Mais pour autant, je ne suis pas M. Darmanin, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Et au-delà du mot, il y a un véritable constat qui est la perte des repères. Moi, quand j'étais gamin, il y a longtemps, Madame de Malherbe, on se levait quand l'instituteur rentrait en classe. On laissait sa place aux dames, vous voyez. On n'insultait pas le policier, le chauffeur de bus ou le juge. Il y a une perte des repères, une perte des valeurs. La sécurité, c'est aussi une liberté dont le garde des Sceaux a la charge. Et pardon de vous dire que moi, je n'ai jamais éprouvé le sentiment d'insécurité, parce que j'ai vécu dans des conditions matérielles telles que je n'ai pas senti ça. C'est malheureusement la compagne, l'insécurité des gens les plus modestes. Donc bien sûr que ça préoccupe le ministre de la Justice.
Alors il faut réprimer. Mais réprimer, c'est pas n'importe quoi. C'est réprimer avec humanité et envisager pour ceux qui sont détenus, qui ont été condamnés, une possible réinsertion. C'est tout ça, les équilibres. On ne peut plus, je ne veux plus qu'on parle de la prison de façon manichéenne. Nous aimons Jean-Paul Belmondo parce qu'il nous ressemblait. Géant parmi les géants, il était surtout cet homme parmi les hommes. On l'admire, il nous fait rire. Belmondo, c'est un de nous en mieux. Ma femme, on gagne 4 000 € par mois. Vous savez quoi? Le 5 du mois, quand toutes mes factures, mon crédit maison est passé, il me reste 0. Je suis devenu un salarié pauvre. À un moment, il va falloir trouver une solution parce que ça ne peut pas durer. Les gens vont péter un câble. Good sir. How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have a good trip? Very good. Nous avons eu une discussion qui a permis d'enclencher une série de propositions sur lesquelles je crois pouvoir dire qu'il y a des termes de convergence entre la Russie et la France. La Macronie s'est enfermée dans un cercle vicieux, celui de la violence et du conflit social permanent. Délibérément choisi comme stratégie de gouvernement, et ce depuis le tout début. Ça fait 4 ans que le pouvoir ment, manipule, se trompe parfois, mais ne le reconnaît jamais, mais surtout méprise et violente toutes les oppositions. On dit que notre mémoire politique passe vite, qu'on oublie. Dans les détails, sans doute, mais je crois que profondément, les marques restent, s'accumulent. Les traumatismes aussi. Et il y en a eu à l'appel. L'affaire Benalla, les conflits d'intérêts des élus, des ministres, les déclarations de Macron, traverser la rue pour trouver un job, ceux qui ne sont rien, les t-shirts, les costards, les premiers de cordée, un pognon de dingue pour ces pauvres, ces cons de pauvres qui restent pauvres, la répression des gilets jaunes, les éborgnés, les mains arrachées, Steve, Zineb, Michel Zecler, Cédric Chouviat et d'autres tués par la police devenue milice, où pas une semaine ne passe sans scandale retentissant. Et les GPN qui est là pour laver plus blanc que blanc. Bref, c'est un torrent de boue continu qui nous tombe sur la gueule depuis bien trop longtemps. Comment donc Macron pourrait-il ne pas contraindre? Par son action politique, il y est contraint. Il n'a que cette carte dans son jeu, puisqu'il n'a jamais eu, dès le départ, la capacité à être écouté, à être légitime, et donc à convaincre par un dialogue apaisé. Il ne peut pas se pointer et nous dire comme ça, alors oui, on a merdé et menti jusqu'ici à gogo, mais cette fois, promis, c'est pas le cas. Faites-moi confiance, on y va. Allez hop, ça va le faire. N'empêche qu'il va bien falloir se parler. Nous les riens, nous les premiers de corvée. Car en face, ça continue à avancer, leurs pions à s'organiser pour garder le pouvoir et dominer. Tout comme les affaires et les scandales qui s'enchaînent à un rythme désormais de croisière. Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Oh, arrêtez de nier, vous avez adoré. Au fond, vous vous fichez que je m'élève contre quoi que ce soit. Vous voulez juste que je me lève, que je sois l'homme de poigne, l'homme d'action. Mon Dieu, vous êtes tellement accro à l'action et au slogan. Et peu importe ce que j'ai à dire, et peu importe ce que j'entreprends, du moment que quelque chose est entrepris, vous êtes bien content d'être de la fête. Et franchement,
Je peux vous comprendre. Avec l'irresponsabilité et l'indécision de vos vies, pourquoi pas un homme comme moi? Je n'ai pas à m'excuser. Parce qu'en définitive, que vous m'aimiez ou pas, je m'en fiche pas mal. Ce qui compte, c'est que je gagne. Les dés sont truqués, les règles sont faussées. Soyez les bienvenus aux funérailles de l'âge de raison. Il n'y a ni bien ni mal. Non, plus maintenant. Soit on se prête au jeu, soit on prend la porte.